la principale responsable juridique de l'armée israélienne, Yifat Tomer Yerushalmi, a divulgué une vidéo, a démissionné, a disparu et a finalement été arrêtée cette semaine. La police dit que sa disparition sur la plage et son téléphone manquant faisaient en partie d'une fausse tentative de suicide. À présent, un civil extérieur, Itai Ophir, intervient pour faire le ménage. L'état profond israélien est à l'agonie et nous allons l'analyser aujourd'hui dans le Jérusalem Minute. Bienvenue sur Jérusalem, Minute de Jewish News Syndicate Télévision. Je suis Josh Aston, correspondant Jewish News Syndicate. Je suis ici en Israël et à Gush Etzion, Alex Treyman, président-directeur général de Jewish News Syndicate, il est quant à lui à New York. Alex, bienvenue dans l'émission. Merci Josh, j'en suis à la 7e ville d'un voyage de 2 semaines et demie. C'est ma dernière étape et j'ai hâte de passer quelques jours productifs à New York avant de rentrer chez moi. On a hâte de te retrouver en studio la semaine prochaine, Alex. Nous avons une info de dernière minute. Il y a seulement quelques minutes, les forces de défense israéliennes ont reçu le cercueil contenant apparemment le corps du lieutenant Hadar Goldin. Il y a seulement quelques minutes ici, en Israël. Goldin, bien sûr, a été tué lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014, pendant un cessez-le-feu d'ailleurs. Son corps est détenu par le Hamas depuis lors. Alex, parlons de Hadar Goldin et du fait que maintenant, après tout ce temps, nous récupérons enfin son corps. Oui, cela apporte beaucoup de réconfort à la famille Goldin et à tout l'État d'Israël. Et c'est bien de voir que nous arrivons à ce point. Non seulement il n'y a plus d'otages vivants à Gaza depuis 2014, mais il n'y aura même plus de corps à Gaza datant de 2014, depuis 2014. Et c'est une situation qui n'aurait jamais dû arriver, mais cela dure depuis des années et des années. Et espérons qu'avec le retour de ces corps, nous soyons enfin à la fin non seulement d'une longue crise des otages, mais aussi, espérons-le, à la fin de la prise d'otages. Espérons et prions pour qu'Israël ait fait assez pour dissuader le Hamas et le Hezbollah de prendre des otages à l'avenir. Et je pense qu'il est possible maintenant qu'ils voient le niveau de destruction que Tsahal a infligé à Gaza à cause des otages. Alors, espérons que le paradigme a changé, qu'Israël n'aura plus jamais à négocier le retour d'otages vivants. Alex, plusieurs autres corps ont été rapatriés cette semaine, y compris celui du sergent-chef Itai Hen, qui est également citoyen américano-israélien. Aussi Josh Louitou, si je prononce bien, un travailleur tanzanien. Des centaines de personnes se sont réunies à Tel Aviv vendredi pour rendre hommage au caporal israélo-américain Omer Maxim Noutra, dont le corps a été rapatrié. L'amiral Brad Cooper, commandant du Central Command, s'est exprimé aux funérailles. Examinons la signification de cet acte. C'était très important. J'espère que nous diffuserons ici les propos de Brad Cooper. Mais quand on voit à quel point le chef du United States Central Command, qui est en quelque sorte le commandement des États-Unis sur le Moyen-Orient, on comprend la profondeur de la relation entre les États-Unis et Israël en voyant combien il tenait à chaque soldat. Vous entendez des choses de Nick Fuentes ou Tucker Carlson, ils ne font que dire ce qu'ils disent depuis leur position déconnectée, où qu'ils soient. Mais ici, Brad Cooper vient en Israël et traite avec l'armée israélienne. Il comprend quels avantages les États-Unis tirent de leur coopération militaire avec Israël et à quel point cela est important et crucial pour la sécurité des États-Unis. Il comprend parce qu'il l'a vu. Qui est l'ennemi et qui est du côté du bien? Qui sont les soldats et que sacrifient-ils pour mener un combat civilisationnel? Si Israël ne gagne pas, cela arrivera sans aucun doute en Europe et aux États-Unis. Il a prononcé des mots incroyables lors de ses funérailles, c'était très émouvant. Et j'espère que c'est quelque chose que tous les haineux de droite comme de gauche aux États-Unis regarderont de très très près et qu'ils comprennent qu'il existe un lien militaire très fort entre Israël et les États-Unis. Alex, nous allons parler davantage du Hamas un peu plus tard. Mais en réalité, le sujet principal en Israël cette semaine, c'est toute cette affaire autour de l'avocat général de Tsahal et le scandale de la fuite vidéo
On parle ici de l'état profond. Et pour décrire brièvement ce qui se passe ici, tu avais Ifat, Tomer Yerushalmi, l'ancien avocat principal des forces de défense israéliennes qui a démissionné, a ensuite été arrêtée. Elle est actuellement en résidence surveillée. D'après ce que je comprends, elle a admis avoir divulgué une vidéo de surveillance montrant des soldats israéliens en train de maltraiter présumément un détenu terroriste. L'un de ces terroristes, Noukba, qui a été capturé après le 7 octobre à la prison de Sdei Teiman. Donc elle a démissionné, elle a disparu. Ils pensaient peut-être qu'elle était suicidaire. Maintenant, elle est assignée à résidence. Mais c'est une histoire énorme ici en Israël. Et tout cela remonte vraiment à l'état profond. Alors, qu'est-ce qu'on sait à ce stade? Oh, absolument. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu des images qui sont sorties au début de la guerre montrant apparemment des soldats en train d'abuser, peut-être de sodomiser un terroriste dans la prison de Sdei Teiman, SD Teiman. Maintenant, SD Teiman a été créé immédiatement après le 7 octobre. Tu te souviens, il y a eu 6000 personnes qui ont traversé la frontière le 7 octobre. Beaucoup d'entre elles ont été tuées. Nombre d'entre elles ont été arrêtées le 7 octobre et même 2 ou 3 jours après le 7 octobre, ils trouvaient encore des terroristes et continuaient à les arrêter. Ils les ont placés en prison militaire. L'un d'eux est ici maintenant et avait un téléphone portable. Apparemment, d'après les rapports, il avait essayé de cacher son téléphone portable dans l'un de ses orifices. Tu peux imaginer lequel? Et effectivement, il commence à interroger les individus, les terroristes, et celui-ci apparemment a essayé d'attaquer un des soldats. Donc, tu as beaucoup d'images, et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une partie de ces images est tout simplement découpée. Donc, tu prends de petits extraits d'images et tu ne vois pas tout le contexte de ce qui s'est passé. Tu ne vois pas tout l'épisode. Tout ce que tu vois, c'est l'épisode où les Israéliens donnent des coups de pied, ou, en gros, blesse un de ces terroristes sans considérer tout le contexte. Maintenant, la procureure générale militaire, c'est comme la procureure générale de l'armée, c'est l'autorité juridique suprême dans l'armée. Et devinez quoi? En Israël, la procureure générale militaire a un rôle prépondérant parce que c'est elle qui dit essentiellement qu'il est moralement acceptable et légal d'agir de cette manière, mais pas de cette autre manière. Elle est un peu comme la police de la moralité de l'armée. Maintenant, elle a accepté de laisser cela. Cette séquence a fuité dans la presse. Elle avait des images de soldats faisant quelque chose dans une prison, donc une vidéo montée. Je crois aussi qu'il y avait une sorte de description qui passait au-dessus de la vidéo et que c'était aussi une description incomplète. Vous avez une vidéo trafiquée qu'elle accepte de diffuser à la presse, mais pourquoi agit-elle ainsi? On pourrait penser que c'est son travail de poursuivre quelqu'un qui diffuse une vidéo comme celle-là à la presse. Elle devrait poursuivre et inculper cette personne pour crime. Et la voilà, permettant que la vidéo soit diffusée à la presse. Maintenant, pourquoi fait-elle cela? Le fait est que l'establishment de gauche, qui comprend l'establishment juridique, les plus hauts échelons de l'armée, les plus hauts échelons du renseignement, les médias, les plus hauts échelons du système éducatif, les syndicats, les banques, c'est ce qu'on appelle. Ce que vous avez dit, c'est l'état profond en Israël. Il contrôle toutes les grandes institutions du pays. En Israël, on parle de Deep State. La droite domine le gouvernement et le Parlement car les électeurs sont majoritairement de droite et ont choisi ses représentants. Mais le reste du pays est contrôlé par héritage par la gauche. Maintenant, cette gauche ne voulait pas que Netanyahou réussisse, qu'il gagne la guerre. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont partagé des images qu'ils ont montrées à l'administration Biden pour convaincre l'administration Biden qu'Israël mène une guerre immorale et illégale contre Gaza et que l'administration Biden devrait faire pression sur Israël pour qu'il arrête. Donc, juste pour boucler la boucle et le dire en quelques mots maintenant, l'avocat général militaire a publié des images afin d'amener l'administration Biden à faire pression sur Israël pour arrêter la guerre afin qu'Israël ne la gagne pas. Une victoire de Netanyahou pourrait lui assurer un succès aux prochaines élections. Et est-ce que toutes ces institutions, cet État profond, veulent plus que tout, c'est évincer Netanyahou. Ils voient Netanyahou comme une menace majeure pour le pays, que ce qu'ils pensaient de Hamas, de Hezbollah, des Houthis ou même d'un Iran doté de l'arme nucléaire,
Ils pensent que l'ennemi, c'est Netanyahou, et donc ils n'hésiteront devant rien, feront tout ce qui est illégal, immoral, tordront la morale, tordront les lois, tout ce qu'il faut pour faire pression sur Netanyahou, pour qu'il ne puisse pas obtenir la victoire. Que Israël, pas seulement Netanyahou, que tout Israël avait besoin dans cette guerre. À suivre, cette histoire continue ici et elle domine les ondes. Oui, on peut aussi regarder ce qui s'est passé ces derniers jours. Une fois qu'il a été révélé qu'elle avait approuvé la fuite et qu'elle a admis l'avoir approuvé, elle a alors démissionné. D'accord? C'est très mature de sa part. Et puis tout à coup, elle disparaît. D'accord, ils ne peuvent pas la trouver. Pourquoi ne peuvent-ils pas la trouver? Parce qu'elle essaie de se débarrasser de son téléphone. C'est ça. D'accord? Apparemment, elle a jeté son téléphone dans l'océan parce que sur le téléphone, il y aurait toutes sortes de preuves et elle ne voulait pas que les autorités trouvent son téléphone. Apparemment, elle a jeté son téléphone à l'eau et ils ont mis des heures à le retrouver. Pendant ce temps, il y avait une note et au bas de la note, elle a écrit à sa famille, leur demandant de prendre soin d'eux. Ils disent maintenant, ils ont rapporté que c'était une lettre de suicide. Mais il se peut aussi qu'elle ait compris qu'elle allait être arrêtée et qu'elle ait donc dit à sa famille de prendre soin d'eux. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un trouve ce téléphone quelques jours plus tard alors qu'il nage dans l'eau. Je ne sais pas comment, mais le téléphone était allumé, avait un peu de batterie et n'était pas détruit. Si quelqu'un trouve le téléphone dans l'eau, il faut donc voir ce qui se passe. Certaines choses peuvent ou non coller. Mais vous savez, je pense que c'est l'un des plus grands scandales de la guerre elle-même. Je pense que d'autres scandales liés à cette guerre émergeront avec le temps. Mais vous savez, cette activité de Tomeri Yerushalmi, je veux dire, ça frôle la trahison. Je le pense vraiment. Et nous devons encore voir ce qu'un système judiciaire de gauche sera prêt à faire à l'un de ses propres membres. Il travaillait évidemment main dans la main avec ce shtetl profond pour bloquer Netanyahou, bloquer la victoire, une victoire qui aurait été pour tout Israël. Alex. En parlant de scandale, il y en a un autre ici qui fait la une des ondes, le scandale du syndicat. Arnon Bar David, dirigeant du puissant syndicat israélien Histadrut, a été placé en garde à vue avec sa femme cette semaine dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption et fraude. Selon la chaîne 12 d'information, plus de 350 personnes ont également été interrogées, y compris plusieurs maires et des acteurs très importants de l'économie israélienne. Après une perquisition dans les bureaux de la Histadrut à Tel Aviv, comment l'interpréter? Vous évoquez une fraternité de gauche, voire d'extrême gauche, la Histadrut actuellement en cours. Qu'est-ce qui se cache derrière cette perquisition? Que se passe-t-il ici avec le syndicat du travail et ceux qui essaient d'enquêter sur des accusations de corruption et de fraude? Et tu sais, les détails de la corruption continuent d'être révélés, mais il est compris à ce stade que la Histadrut, qui est le syndicat du travail, et en Israël, tu as un syndicat national du travail, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement des syndicats d'enseignants locaux, il existe aussi un syndicat national fédérateur. Et tu sais, ça fait partie des racines socialistes d'Israël. N'oublions pas qu'Israël a essentiellement été fondé par des socialistes. Le Parti travailliste a longtemps été au pouvoir en Israël. D'accord, parce que ce sont ces partis aux racines sociales. Et le syndicat a une influence démesurée, beaucoup d'influence dans ce pays. Vous vous souviendrez des manifestations contre la réforme judiciaire. Nous remontons maintenant à un peu plus de 2 ans lorsque nous étions en juillet et août 2023. Et le pays manifeste contre les réformes judiciaires. À un certain moment, ce que j'appellerais le point de rupture de ce mouvement de protestation, c'était cela. Le syndicat a déclaré qu'il allait paralyser tout le pays à cause des réformes judiciaires proposées par le premier ministre. Rappelez-vous, ces réformes judiciaires ne concernaient pas le travail. Cela concernait entièrement la manière dont les juges de la Cour suprême sont sélectionnés pour leur poste et non pas pour qu'ils ne soient pas auto-sélectionnés. Et cela voulait dire que la Cour suprême ne pouvait pas annuler une législation adoptée au Parlement. Cela n'a rien à voir avec les conditions de travail des travailleurs dans le pays. Le syndicat a déclaré, nous allons paralyser le pays. Mais que cela signifie-t-il exactement? Vous parlez des aéroports, des banques, des hôpitaux, des écoles. D'accord, donc de tout. C'est un organisme extrêmement politisé qui est parmi les plus importants dans cette navette profonde. Mais ce que vous voyez, c'est que
Très souvent à gauche, il y a A, de la corruption, et B, ils se divisent eux-mêmes. Ils doivent enquêter sur la corruption de leur propre camp, parce que s'ils ne le font pas, ils perdront toute crédibilité. S'ils essaient de trouver de la corruption à droite, et ils essaient tout le temps de trouver de la corruption à droite. Et les gens sont très méfiants parce que le parquet poursuit la droite tout le temps, souvent sans rien trouver de concret. Si vous observez les procès, poursuites et enquêtes visant le premier ministre, vous savez enquêter sur lui. En utilisant des preuves, il était illégal d'essayer de le juger dans des affaires où il n'y a aucune plainte. Ils ont ensuite modifié plusieurs fois leur acte d'accusation pendant le procès, le tribunal leur signalant l'absence de dossier. Ils ont continué à essayer pendant 5 ans, allant jusqu'à l'obliger à témoigner à son procès et à entendre les autres témoignages, 5 heures par jour, 2 fois par semaine. Alors qu'il essaie de mener une guerre, il doit demander la permission au tribunal pour savoir s'il est autorisé à aller aux États-Unis rencontrer le président, n'est-ce pas? Donc, s'ils n'enquêtent pas de leur côté aussi, alors tout le monde comprendra à quel point cette poursuite est corrompue. Ils mènent aussi leur propre enquête. Mais ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une corruption flagrante à gauche. Et donc, en une semaine, vous voyez maintenant la corruption du syndicat et vous voyez une corruption horrible du système judiciaire. Avec Tomer Yerushalmi, l'avocat général de l'armée. Et d'ailleurs, dans ce procès avec l'avocat général, la coalition et en particulier le ministre de la Justice disent cela. La procureure générale d'Israël, Gali Baharov-Miara, qu'elle a un conflit d'intérêts dans ce procès et qu'elle pourrait également faire l'objet d'une enquête à ce sujet. Et donc, elle ne peut pas en faire partie. Et le tribunal a essentiellement dit, oui, elle a effectivement un conflit d'intérêts. Donc, vous voyez en même temps l'effondrement du vernis du système du travail et l'effondrement du vernis de l'accusation. Je pense que c'est bien et sain. Je pense que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Et les gens en Israël voient à quel point tout ce shtetl profond est pourri jusqu'à la moelle. Alex, tu es là-bas aux États-Unis. Jetons un coup d'œil à la situation là-bas et à ce que certains appellent le bain de sang républicain du Grand Old Party aux États-Unis après les élections de la semaine dernière. Et au premier plan, bien sûr, il y a Zoran Mamdani, l'anti-Israël. Je le qualifierais d'antisémite, élu nouveau maire de New York, qui a en fait reçu 33% du vote juif. Essayons de voir ce que l'élection de Mamdani signifie pour Israël et les Juifs à New York. Est-ce que tout continue comme d'habitude d'après ce que vous voyez là-bas? Ou bien les gens sont-ils très inquiets? Le fait qu'ils aient ce Mamdani, je dirais qu'il est pro-Hamas, antisémite, et qu'il est maintenant leur maire. Oui, eh bien, tout d'abord, abordons cette idée selon laquelle il y aurait eu un bain de sang chez les républicains. Je pense que dans beaucoup de ces courses, il y a eu des réactions démocrates dans les États concernés. Ce n'est pas forcément une grande surprise. Vous savez, il n'y a pas eu de grands républicains qui ont été évincés. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait eu de résultats surprenants. Les régions qui votent démocrate. Les régions républicaines votent généralement républicains. Mais dans certaines grandes courses où les républicains pouvaient espérer reprendre le contrôle, ils n'ont pas réussi. Et aussi, il faut se rappeler que, de manière générale, les élections de mi-mandat ont tendance à aller dans le sens opposé des élections présidentielles. Les élections de mi-mandat auront lieu dans 1 an. Mais la plupart des gouvernements ne s'attendent pas à conserver la Chambre et le Sénat s'ils les remportent lors d'une élection générale avec le président pendant les élections de mi-mandat. Donc, nous devons simplement attendre et voir ce qui va se passer. En ce qui concerne Zoran Mamdani, c'est vraiment intéressant. Et ce que vous avez vu dans les résultats, c'est que 23% des personnes qui vivent à Manhattan, à New York, depuis moins de 5 ans, ont voté pour Mamdani. Et plus vous vivez longtemps dans la ville, moins vous avez de chances de voter pour Mamdani. Et donc, vous voyez comment la stratégie consistant à faire venir ces immigrés dans la ville fonctionne réellement pour amener au pouvoir non seulement des démocrates, mais en réalité des socialistes démocrates. Je veux dire, ce sont des socialistes, et non seulement ils sont socialistes contre le capitalisme. Dans le cas de Mamdani, il est anti-Israël, et plus on lit à son sujet, ce n'est pas seulement qu'il est anti-Netanyahou. Et il a dit qu'il arrêterait Netanyahou si Netanyahou descendait à New York pour aller à l'Assemblée générale.
Je ne sais pas comment on pourrait faire, d'autant qu'un dirigeant étranger est habituellement protégé par les services secrets. Je ne connais pas les détails ou les subtilités de cela, mais Mamdani, il ne croit pas au droit d'Israël d'exister, ni sur les frontières de 1967, ni sur aucune frontière. Donc, c'est une situation dangereuse. Et même s'il prétend l'être, il dit qu'il va être un maire qui va protéger les Juifs à New York et partout où ils pourraient se trouver. Nous devons voir à quoi ressemblent ces politiques et comment elles vont finalement affecter les Juifs vivant à New York. Certains évoquent un exode possible de New York avec des départs vers la Floride ou Israël. Brooke Goldstein affirme que Mamdani incarne l'aile islamiste des frères musulmans. Utiliser un langage progressiste pour masquer un agenda radical qui menace la sécurité et les valeurs de la ville de New York. Donc, c'est certainement une raison de s'inquiéter là-bas dans la grosse pomme. Oui, je suis d'accord. Et Tuesday, je viens littéralement d'atterrir à New York il y a 1 heure. Je suis ici pour enregistrer le podcast et je vais passer un peu de temps en ville pendant les 2 prochains jours. Et tu sais, je vais essayer de comprendre ce que les gens ressentent vraiment à propos de ce qui va se passer à New York. Je vais simplement te dire à toi et à Josh qu'on a tous vécu à New York dans les années 90 et on a vu une ville nettoyée. Vous savez, on était la ville dans les années 70-80. Vous savez, c'était un endroit où le crime était omniprésent. Et on a vu le maire Giuliani arriver et nettoyer la ville sous nos yeux. Et il y a vraiment eu comme une renaissance à New York quand on y habitait. Prendre le métro était sûr, il n'y avait pas d'antisémitisme. Et vous savez, sous Bill de Blasio, on a vu la ville, vous savez, commencer à sombrer dans une mauvaise direction. Ça a soit stagné, soit empiré sous Eric Adams. Et je pense que les gens supposent ici qu'avec Mamdani comme maire, surtout avec ce qu'il a dit sur la police, on pourrait voir. La criminalité persiste. Malheureusement, quand la criminalité, surtout violente, augmente, la criminalité antisémite progresse aussi en conséquence. Ces choses sont généralement liées. L'un nourrit l'autre. Ainsi, la criminalité antisémite peut provoquer divers crimes violents, et ces derniers peuvent aussi conduire à des actes antisémites. Et plus précisément, quand vous avez un maire qui incite, vous savez, contre Israël et qui dit qu'Israël n'a pas le droit d'exister, vous savez, c'est inquiétant. Alors, le fait que des Juifs puissent voter pour cela. Il y avait cela chez 2 groupes de Juifs. D'abord, comme les Satmar, certains Juifs eux-mêmes ainsi. Ils ne croient pas qu'Israël soit une entité sacrée, alors ils s'opposent à la création d'un État d'Israël laïque. Mais qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment les aides. Alors ils se tournent vers le candidat qui promet, vous savez, de grandes aides. C'était positif pour Mamdani de s'asseoir avec des Juifs qu'ils soutiennent, alors ils ont voté pour lui. Et puis, je dirais qu'il y a beaucoup de Juifs à New York qui, franchement, n'ont tout simplement pas de préoccupations juives ou liées à Israël. Parmi leurs 10 principales préoccupations, ils sont juifs, mais ce sont surtout des New-Yorkais progressistes. Vous savez, Cuomo n'était pas un candidat solide. Il était considéré comme un candidat corrompu. Sliwa, qui vous savez, d'un côté, a beaucoup fait pour protéger les Juifs, surtout pendant des émeutes comme à Crown Heights et ailleurs. Et c'est un candidat pour la loi et l'ordre. Il n'a pas séduit beaucoup de gens, les New-Yorkais. Et malheureusement, aucun n'a eu l'élan pour battre Mamdani lors de cette élection. Et nous devrons simplement voir ce qui va se passer. Nous devons voir comment la situation à New York se dégrade. Nous devons voir quelle est la situation pour le jury new-yorkais de New York. Et rappelez-vous que New York est la ville qui compte le plus de Juifs aux États-Unis. C'est la ville qui compte le plus de Juifs au monde, partout en dehors d'Israël. Oui, Alex, je me souviens très bien de ces années à vivre à New York sous le maire Giuliani. Tu as fait un travail incroyable. Et comme tu l'as dit, je pense que l'aspect le plus décevant de l'élection, du moins pour nous ici en Israël, c'est le fait que Israël n'est pas une priorité pour les Juifs. À New York, pour passer à ce qui se passe ici, il y aurait actuellement plus de 200 terroristes du Hamas sous terre à Rafiach qui essaient de trouver une issue. Reste à voir ce qu'Israël fera d'eux. Des rapports ici indiquent peut-être qu'Israël va leur offrir un passage sécurisé à condition qu'ils laissent leurs armes derrière eux. Différents ministres disent « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact ». Toutes sortes d'inquiétudes à ce sujet. Si Israël va de l'avant et laisse effectivement 200 terroristes réapparaître, allez du côté ouest de cette ligne jaune que Israël maintient maintenant. Séparant des parties de Gaza,
le côté est de Gaza, du côté ouest de Gaza, qui est encore plus ou moins sous contrôle non israélien, sous contrôle du Hamas et des autres entités présentes là-bas. Mais que savons-nous de ces 200 terroristes qui sont sous terre et qu'est-ce qu'Israël va faire d'eux? Qu'en pensez-vous? Même quand j'ai parlé à Ron Dermer, il y a plus d'un an et demi sur la fin de la guerre, beaucoup de choses se sont réalisées. Cela inclut l'amnistie pour les terroristes du Hamas ayant déposé les armes et souhaitant quitter le pays. Donc, je pense que s'ils viennent se rendre, alors Israël serait prêt à leur permettre d'obtenir un passage sûr hors de Gaza. Il y a déjà eu des milliers de Gazaouis qui sont partis. Ce serait certainement la voie préférée. L'option la moins souhaitée serait que les forces de défense israéliennes lancent une opération dans les tunnels. Vous savez que les tunnels seront fortement piégés. Vous savez qu'il pourrait y avoir des entrées et des passages dans ce réseau de tunnels. Vous commencez à descendre prudemment dans un tunnel et effectivement, il y a une sorte de mur comme un faux mur ou quelque chose comme ça et il y a des terroristes derrière. Donc, Israël devra utiliser toutes les technologies dont il dispose. Comment c'est que ce soit en envoyant des chiens, ça, comme ils l'ont fait au début de la guerre dans les tunnels, ou en envoyant des drones explosifs dans les tunnels, des drones de surveillance et des drones explosifs. Et ainsi, ils peuvent voir ce qui se passe et ensuite les remonter. Vous savez, je ne sais pas si Israël envisage toujours d'utiliser de l'eau pour inonder les tunnels ou s'ils utiliseraient simplement du béton comme ils l'ont fait pour boucher les tunnels. Encore une fois, vous ne savez pas. La complexité du réseau de tunnels fait que même en pensant connaître une artère principale, ce n'est pas si évident. Dans le tunnel, on ignore où il mène. Ce que j'apprends, je pense que ce que nous découvrons tous, c'est que l'infrastructure des tunnels sous Gaza est en réalité bien, bien plus sophistiquée que ce que tout le monde pensait. La quantité d'ingénierie, d'argent, de temps et de ressources investies dans la construction de ce réseau de tunnels est immense. Et je pense qu'Israël comprend qu'ils n'ont peut-être découvert qu'environ 50% de ce réseau de tunnels, même jusqu'à présent. On verra ce qu'il advient de cette histoire, Alex. Kazakhstan. Quelle est la signification des rapports indiquant que le Kazakhstan rejoint les accords d'Abraham entre Israël et ses voisins arabes négociés par le président Donald Trump lors de son premier mandat? En l'apprenant, j'ai découvert qu'Israël entretenait des relations ouvertes avec le Kazakhstan depuis de nombreuses années. Alors, qu'est-ce qui est si important dans le fait qu'il rejoigne en étant le premier pays sous le second mandat du président Trump à rejoindre les accords d'Abraham? Oui, je pense que tu as raison, moi. Le Kazakhstan est un pays qui a déjà une ambassade en Israël et qui a des relations diplomatiques entre Israël et le Kazakhstan. Mais ce que je pense que cette annonce fait, c'est simplement remettre les accords d'Abraham au premier plan de l'agenda. Cela crée une dynamique, donc l'annonce est importante. Et je crois que ce que Trump essaye de faire, c'est de créer une dynamique encore plus forte et il pense vraiment qu'il y aura d'autres pays qui vont rejoindre ce mouvement. Certainement, la réalisation suprême d'un élargissement des accords d'Abraham serait l'Arabie saoudite. Il y a aussi des discussions concernant l'Indonésie qui pourrait potentiellement rejoindre dans les prochains mois, peut-être le Pakistan. Et puis, bien sûr, des conversations à propos du Liban et de la Syrie. Donc, le Kazakhstan a été le premier à être annoncé ici, mais j'espère que ce ne sera pas le dernier. Alex, encore une histoire ici. C'est à propos des Saoudiens. Je suis content que tu les aies mentionnés tout à l'heure. Je veux connaître l'impact potentiel sur Israël. Le fait que les Saoudiens pourraient potentiellement acquérir les avions de chasse F-35. Selon Reuters, l'administration Trump envisage une demande de l'Arabie saoudite qui souhaite acheter jusqu'à 48 avions de chasse F-35. Apparemment, plusieurs obstacles ont été franchis ici. Le prince héritier Mohammed Ben Salman doit rencontrer le président Trump ici dans les prochains jours. Quelle est l'importance pour l'Arabie saoudite d'acquérir ces avions? Eh bien, je pense qu'il est entendu que pour que les Saoudiens normalisent leurs relations avec Israël, ils attendent certaines choses des États-Unis. Bien sûr, ils veulent les F-35. Le problème avec les Saoudiens, les Qataris et d'autres qui obtiendraient des F-35, c'est que les F-35 sont un élément majeur de ce que l'on appelle l'avantage militaire qualitatif d'Israël sur les autres pays de la région.
D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous donnez l'équipement aux Saoudiens qu'ils deviennent soudainement supérieurs. Par exemple, si vous avez 48 F-35 entre les mains des Saoudiens et qu'Israël a 48 F-35, eh bien, premièrement, Israël va améliorer ses F-35 en y intégrant des systèmes indisponibles pour les Saoudiens. Je veux dire, nous nous souvenons que les forces de défense israéliennes ont réussi à comprendre. L'armée de l'air israélienne a réussi à bricoler les F-35 pour des missions en Iran, ce qui a permis à ces avions de transporter plus de carburant afin qu'il y ait moins besoin de ravitaillement au retour d'Iran. Donc, vous savez, Israël sait comment travailler avec ses équipements d'une manière que je pense personne d'autre ne sait faire. Et puis, face à un pilote israélien, un pilote saoudien, c'est que les Israéliens ont les meilleurs pilotes au monde. Même si c'est un combat avion contre avion avec le même nombre de F-35, vous savez, je miserai sur les forces de défense israéliennes plutôt que sur les Saoudiens, les Qataris, pour savoir comment utiliser ces appareils. Je veux dire, ce serait comme si, Josh, je te donnais une voiture de Formule 1 et que je te disais, « Hey, tu es pilote de Formule 1 maintenant, ça ne veut pas dire que tu serais un champion de Formule 1. » Mais malgré tout, c'est problématique. Et la question est en même temps, tu sais, qu'est-ce qu'Israël obtiendra pour maintenir son avantage militaire qualitatif et spécifiquement si on arrive à une nouvelle ère. Et je pense que nous commençons maintenant à entrer dans une ère où les États-Unis cessent de fournir une aide militaire à Israël et nous ne savons pas à quoi pourrait ressembler un nouvel accord militaire. Vous savez, si c'est simplement que l'argent ne circule plus, mais qu'Israël a la capacité d'acheter tout ce qu'il veut, même si leurs demandes sont prioritaires, ce serait formidable, mais au final, nous ignorons à quoi cela ressemblera. Nous ne savons pas non plus quelle sera la situation pour Israël dans 3 ans. En ce moment, vous avez 3 ans où le président Trump est président, où Mike Johnson est le président de la Chambre, où en effet, vous avez, disons, une majorité de soutien dans les 2 chambres du Congrès pour soutenir Israël et pour approvisionner et équiper Israël en matériel militaire. Et je pense que, vous savez, Israël doit considérer cela comme des années d'abondance et faire des réserves autant que possible. Penser non seulement aux besoins actuels, mais aussi aux besoins futurs. Dépenser ce qu'ils doivent, obtenir le maximum. Parce que après ce président, que ce soit un John David Vance sur le ticket républicain ou que ce soit un progressiste comme Gavin Newsom ou Kamala Harris, vous savez, imaginez l'autre camp. Il se peut que vous ne puissiez plus vous réapprovisionner. Donc, vous savez, c'est certainement troublant et inquiétant de le savoir. D'une part, qu'Israël pourrait ne pas avoir un approvisionnement automatique en armes de la part des États-Unis. Et puis, d'autre part, que le président Trump, afin de s'attirer les faveurs des pays du Moyen-Orient et du monde arabe, leur accorde des contrats pour leur vendre de nombreux F-35 et d'autres équipements. Alex, avant de vous laisser partir, dites-nous simplement ce que vous allez faire dans la grosse pomme à New York au cours des prochaines 48 heures avant de rentrer chez vous. Oui, ce soir, je serai au dîner de l'Organisation sioniste d'Amérique. Hier soir, j'étais au gala de l'Université Prager à Los Angeles. J'ai pris la parole pendant le Shabbat à Los Angeles. J'ai participé à la coalition juive républicaine. J'ai pris la parole lors d'une conférence pro-Israël en Hongrie. Et j'ai eu de nombreuses réunions avec des donateurs et des donateurs potentiels. Et je dirais qu'il y a de plus en plus de personnes qui reconnaissent que la bataille militaire n'était qu'un des aspects de la guerre que mène Israël. Et c'est un aspect pour lequel Israël dispose de technologies avancées et d'une grande armée afin de combattre et de gagner. Et lorsqu'il s'agit du champ de bataille narratif, il y a moins de soldats et il n'y a pas de grande technologie là-bas. Donc, je suis en mission cherchant essentiellement la meilleure technologie disponible pour pouvoir surveiller ce qui se passe dans les médias traditionnels, réseaux sociaux, podcasts en direct, être capable de classer les menaces, de proposer des arguments, des articles, des vidéos pour combattre la désinformation et les faux récits en temps réel. Et Jewish News Syndicate sera le premier à rapporter les informations au fur et à mesure qu'elles tombent, aussi bien pour annoncer des nouvelles positives que pour réagir en premier aux nouvelles négatives, vous savez. Au final, utiliser la technologie pour rendre notre équipe, qui compte maintenant 50 personnes, aussi efficace qu'une équipe de plusieurs centaines de personnes.
Et je pense que cela trouve un écho auprès des gens, cela trouve un écho auprès des donateurs. Ils veulent voir Jewish News Syndicate diriger la bataille. Vous savez, nous avons été une unité des forces spéciales qui se bat pour l'État d'Israël, qui lutte contre le parti pris anti-israélien des médias traditionnels, d'Al Jazeera et d'autres depuis le début de la guerre. Nous avons prouvé notre valeur et les gens souhaitent nous voir réussir encore. Et heureusement, nous recevons des dons très importants pour nos projets d'expansion. Ça a l'air super, Alex. Bonne chance à toi là-bas à New York. Et nous te reverrons, si Dieu le veut, la semaine prochaine au Jewish News Syndicate Media Hub à Jérusalem. Alors, bon voyage et on se retrouve à la maison. Ce sera bon d'être à la maison. Merci à ceux qui œuvrent dans l'ombre ici, Yuri Sretsky, Zach Sickerman, Esred, Ryan Lifshitz et toute l'équipe de Jewish News Syndicate Télévision. Assurez-vous d'aller sur jewishnewssyndicate.org pour les dernières nouvelles sur Israël, le Moyen-Orient et tout le monde juif. On se retrouve la semaine prochaine dans Jérusalem en aile.